Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 4e épisode d'House of the Dragon, intitulé The King of the Narrow Sea, un titre qui au final n'a pas si grande importance et vous allez voir que cet épisode révèle pas mal de choses sur le devenir de la famille Targaryen. Ce nouvel épisode est dans la pure continuité de ce que nous a offert la série jusqu'à présent, c'est-à-dire un méli-mélo politique qui fait le charme de cette nouvelle série préquelle à Game of Thrones, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait il y a plusieurs lectures différentes en fonction de l'épisode. On pense par exemple qu'un personnage agit de telle sorte parce qu'il est comme ça, mais en fait il agit de telle sorte pour que les autres pensent quelque chose et que derrière ça déclenche pas mal de choses. Vous l'avez très vite deviné, je pense par exemple au prince Daemon qui revient à Port-Réal et dont le retour va semer le trouble au sein de la famille royale. Comme pour les fois précédentes, c'était un épisode à la fois très politique mais aussi avec de la tension et quelques informations inédites, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que même en connaissant l'histoire avec le livre, et bien dans le livre il y a plusieurs versions qui viennent entrer en contradiction, et là la série se permet de choisir la version entre guillemets officielle pour la série, et ça c'est une très bonne chose parce que dans les livres des fois le même événement est vécu par différents points de vue et ça embrouille un peu l'esprit du lecteur, et c'est là où ça devient intéressant parce que même dans cet épisode il y a quelques points de vue différents qui permettent là aussi d'embrouiller la vision du spectateur. Visuellement toujours rien à dire, c'est superbe, les décors, les costumes, les effets spéciaux, on est toujours dans du pur HBO avec du Game of Thrones à l'ancienne, et ça comme vous le savez tous, ce n'est clairement pas pour me déplaire. L'épisode s'ouvre avec Rhaenyra qui voyage dans les terres du sud accompagnée de son garde du corps Criston Cole, et c'est une séquence que j'ai beaucoup appréciée parce qu'ils sont à côté du seigneur Baratheon et je suppose peut-être qu'ils sont dans la forteresse de Storm End ou Accalmie en français, la grande forteresse des Baratheons, et en fait Rhaenyra va voyager dans le royaume et notamment dans cette région à la recherche de son futur époux, et tous les prétendants vont venir à elle pour essayer un petit peu de défendre leur cause et qui sait arriver à gagner la main de la princesse. Mais Rhaenyra est totalement désintéressée par cela et j'ai beaucoup aimé la petite complicité naissante entre elle et Criston Cole, le fait qu'elle le regarde avec un sourire en mode bon ben on est là, ça fait chier mais on n'a pas le choix, il faut y être. Et là où c'était très important, c'est qu'à un moment il y a un jeune garçon qui se présente et qui est le lord de la maison Nerbosque, et ce jeune petit lord va se faire chamailler par un autre qui est un Bracken, et les lecteurs avisés savent qu'il y a une énorme rivalité entre la famille Bracken d'un côté et les Nerbosques de l'autre, une séquence importante qui débouchera sur un duel et la mort du seigneur Bracken, et qui peut-être préfigure certaines choses parce que Rhaenyra à un moment elle va dire qu'elle aime beaucoup le tempérament de ce petit seigneur qui vient défendre sa cause alors que ce n'est qu'un gamin, et je vais pas en dire plus, mais en tout cas c'est vraiment très bien vu de la part des scénaristes d'avoir inclus cette chose là dans la série. L'épisode poursuit avec l'arrivée de Daemon Targaryen sur son dragon Caraxès, et ce que j'ai apprécié au tout début de cet épisode, c'est qu'en fait il se pose comme conquérant, il débarque dans une salle du trône remplie de lords, Viserys est devant le trône avec l'épée, tous les gardes royaux sont devant lui pour se défendre au cas où Daemon fasse un nouveau coup fourré, et au final il se présente devant son frère avec la couronne, en lui remettant même cette couronne et en lui disant qu'il a conquis les degrés des pierres pour lui et que désormais la triarchie sait à qui ils ont affaire et qu'ils ne peuvent pas poser le pied impunément sur les terres de la couronne. Et toute cette séquence était intéressante parce qu'il y avait un immense silence dans la salle du trône, on ne sait pas comment Viserys allait réagir ni comment Daemon allait agir, et c'était une très bonne chose de voir les deux frères se réconcilier, chose qu'on voit dans les livres effectivement, même si cette séquence n'est pas totalement racontée, et là j'ai beaucoup apprécié cela. En plus Rhaenyra, comme elle a un peu fait foirer le voyage pour avoir un prétendant, eh bien elle est mise de côté par son père, et on va le voir encore plus un peu plus tard lors de la séquence un peu dînatoire où Viserys va célébrer le retour de son frère, et c'était habile de montrer que Rhaenyra est complètement esseulée mais que le roi est lui aussi tout seul et que le retour de son frère en tant que conquérant l'enchante. En plus là aussi tous les symboles du conquérant, Daemon il se coupe les cheveux comme Aegon le conquérant, il a sa propre couronne mais il va remettre sa couronne à son frère, de quoi là aussi satisfaire encore plus Viserys qui pense que
son frère a peut-être tourné la page et qu'il va un peu plus se ranger à sa cause et défendre le royaume, mais aussi et surtout la famille royale plutôt que ses propres prétentions. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que Daemon n'arrête pas de lancer des regards assez avisés à sa nièce, alors qu'à l'inverse, il essaye plutôt de contenter son frère et d'aller dans son sens en disant « Oh mais non, je suis pas le meilleur guerrier » et son frère dit « Si, t'es le meilleur guerrier, c'est toi le meilleur ». Et c'est justement là où c'est subtil, c'est que Daemon commence un peu à jouer une espèce de double jeu où il va un petit peu s'immiscer dans l'esprit de sa nièce en lui disant que eh bien, le fait d'être marié, ce n'est pas totalement la vie de prisonnier telle qu'on le conçoit à l'époque, c'est-à-dire que les femmes restent enfermées dans les châteaux à procréer et faire des enfants et que les hommes restent fidèles toute leur vie. Loin de là, Daemon va essayer d'implanter ses propres idées au sein de l'esprit de la jeune princesse et on voit que ça la travaille pas mal et ça c'était très bien vu pour montrer un petit peu eh bien, ce passage entre le fait qu'elle devient une princesse et que maintenant elle va beaucoup plus s'impliquer dans ce propre rôle. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce début d'épisode, c'est que Otto Hightower n'arrête pas d'avoir des regards un peu suspicieux en mode « toi je t'ai à l'œil Daemon, si jamais tu fais une dinguerie, eh ben écoute ça va te tomber dessus ». Et ça c'est très intéressant là aussi parce que Otto Hightower sent que le roi commence à perdre confiance en lui et qu'il va petit à petit se ranger derrière son frère qui vient entre guillemets de lui restituer sa confiance. Donc là aussi c'était très intéressant comme jeu de rôle et de montrer que Otto Hightower est assez méfiant vis-à-vis de Daemon parce que il y a tout un enjeu derrière cette situation. Et là aussi c'était très bienvenu de montrer l'espèce de semi-rapprochement entre Alicent et Rhaenyra, le fait qu'elles ne savent plus trop comment s'adresser la parole, qu'Alicent est vraiment enfermée dans son rôle de reine et que Rhaenyra est enfermée dans son rôle d'héritière qui doit impérativement se marier. C'était très bienvenu de montrer qu'il y avait une espèce de rejaillissement un peu d'amitié comme c'était le cas dans les premiers épisodes. Et comme je le disais juste avant, le fait que Daemon va essayer de faire prendre conscience de certaines choses à sa nièce, ça va l'emmener à faire un petit peu des roublardises comme il faisait avant, c'est-à-dire faire un jeu de piste avec sa nièce pour qu'elle sorte du palais et qu'elle découvre la cité telle qu'elle est et qu'elle sorte en vrai de ce rôle de princesse héritière enfermée dans sa tour. Daemon va lui montrer les tréfonds de la ville, les rues puantes où les gens copulent à tout va, où il y a des cracheurs de feu, des funambules, des gens qui proposent de la nourriture et des choses assez exotiques qu'elle n'a jamais vues ni entendues, et elle va avoir l'occasion d'assister à une farce médiévale, et là aussi c'était très bienvenu de la part du réalisateur qui, je pense, si je me trompe pas, est une réalisatrice, et c'est d'ailleurs la première fois qu'une femme est derrière la caméra pour un épisode d'House of the Dragon, donc là aussi c'était très intéressant, et c'était l'occasion de voir que Rhaenyra, elle va prendre beaucoup plus d'importance au sein de l'épisode, et que lors de la farce, eh bien, elle va même prendre conscience que le royaume conspue son père et ses décisions, notamment avec tous ses choix politiques, le fait de nommer Rhaenyra comme héritière, ainsi que le remariage du roi avec Alicent et la naissance du petit Aegon II. La séquence était très intéressante parce que, c'est peut-être moi là aussi, mais j'ai encore une fois l'impression qu'il y a énormément de clins d'œil avec les séquences d'Arya où Arya est véritablement ce miroir de Rhaenyra, c'est-à-dire que Arya s'habille en garçon pour se faire passer pour un garçon, elle va vivre dans les ruelles et s'habiller comme un garçon pour éviter justement d'être repérée. Et bien Rhaenyra c'est pareil, et d'ailleurs elle s'en amuse. À un moment un mec le bouscule et lui dit fais gaffe mon garçon, et elle dit ah il m'a traité de garçon, en mode je change de rôle et de dimension, et c'était très important là aussi. En plus la séquence de la farce qui renvoie là aussi à Arya Stark à Braavos en saison 6 lorsqu'elle va assister à la pièce de théâtre avec Lady Gigogne et compagnie, c'était très intéressant comme comparaison et ça accentue encore plus le fait que Rhaenyra, eh bien au fond d'elle, elle a envie d'être un homme mais malheureusement elle est une femme et elle ne peut pas échapper à cette condition, un peu comme Arya à la base qui est une fille mais qui est beaucoup plus attirée par les trucs que font les garçons. Et la séquence de la farce médiévale est vraiment très bien mise en scène, ça permet d'avoir vraiment cette caricature des rois, la caricature des autres personnages et cette séquence assez grotesque où Rhaenyra va s'asseoir sur le trône et va faire une espèce de paix un peu comme si c'était vraiment foireux depuis le départ de l'avoir nommée comme héritière, et j'ai beaucoup apprécié ces sous-entendus et c'était très important aussi pour montrer qu'en fait Rhaenyra, eh bien elle prend conscience que la royauté est perçue comme étant très faible du point de vue de la population et ça lui permet de prendre conscience de cela et peut-être lui donner envie de fortifier toute cette royauté au sein même de sa famille. Et encore une fois c'est Daemon qui va l'aider un petit peu à prendre conscience de cela, la mener progressivement à quelque chose de beaucoup plus important et que en fait il faut qu'elle passe ce cap de l'âge adolescent vers l'âge adulte en découvrant tous les plaisirs avec notamment cette séquence au sein du bordel et ben bordel c'est le cas de le dire, c'était une séquence très HBO
grotesque, hein, où il y avait beaucoup de sexe à tout va, il y avait des personnes à poil dans tous les sens. C'est du HBO pur, ça reste dans la tradition, et Rhaenyra, elle découvre ça en mode mais c'est quoi ce monde, c'est incroyable, je comprends rien. Elle voit des hommes qui couchent avec des hommes, des femmes avec des hommes, des plans à trois, elle voit des trucs qu'elle n'imaginait même pas, et Daemon en fait, et bien à travers cette scène, il va lui faire prendre conscience que, en tant que princesse, il faut qu'elle sorte de ce cadre et qu'elle crée son propre cadre, et que en fait, elle a ce pouvoir elle-même de décider ce qu'elle veut et qu'elle n'est pas obligée d'écouter ce que les autres lui disent. Et c'est ça qui ressort de cette séquence, outre le fait qu'il y a l'espèce de bisou bizarre où ils vont se caler contre un mur et se tripoter dans tous les sens. Daemon, c'est un petit peu l'élément déclencheur qui montre à Rhaenyra que elle peut décider de faire ce qu'elle veut et qu'elle doit décider de faire ce qu'elle veut, outre le fait que c'est à la base l'héritière du trône, elle doit faire quelque chose et ne pas rester dans une situation figée comme c'est le cas actuellement. Et en plus, ce que je trouve très subtil, c'est que Daemon, il va s'arrêter en plein milieu de l'acte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va la chauffer et qu'après il va s'arrêter, il va la laisser venir vers elle, où elle va essayer de l'embrasser, lui, à chaque fois il va reculer, et à un moment il se barre complètement, et ça c'était très bien joué de la part du scénariste, parce que en faisant cela, eh bien il crée l'envie, et il va essayer un petit peu de jouer avec les sentiments de Rhaenyra pour arriver à ses fins, c'est-à-dire semer le trouble dans sa famille pour peut-être espérer s'implanter le plus près du trône de fer, peut-être même essayer de gagner la main de sa nièce, mais on verra plus tard que la partie est loin d'être gagnée pour Daemon. Alors que d'un côté on a Rhaenyra qui découvre le plaisir, les envies, et qui va totalement s'adonner à ce plaisir avec Criston Cole, une séquence là aussi très importante dans les livres qui est sous-entendue, on ne sait pas trop si c'est Criston Cole qui l'a défloré, si c'est Daemon, on ne sait pas trop, il y a plusieurs points de vue qui s'affrontent là aussi, mais à l'inverse, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en parallèle, on a Alicent Hightower qui couche avec le roi, et on voit qu'Alicent Hightower, elle est totalement passive, elle ne prend aucun plaisir, et c'est là un petit peu toute la subtilité de cette séquence, c'est que d'un côté, on a Rhaenyra qui découvre le plaisir et qui prend plaisir vraiment à enfin changer de dimension et de rôle, alors qu'à l'inverse, Alicent Hightower, elle est vraiment passive, elle ne prend aucun plaisir, et en fait, elle ne s'épanouit absolument pas dans son rôle de reine. Et c'est là tout le cœur de cet épisode, c'est vraiment un peu le point de départ du passage à l'âge adulte et l'abandon de toute cette enfance et innocence de Rhaenyra, et j'ai beaucoup apprécié cela. Par contre, effectivement, le fait que la séquence avec Daemon est à moitié cachée, c'était très bienvenu, parce que on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, à l'inverse de la séquence avec Criston Cole où on sait clairement ce qu'il s'est passé, hein. Mais dans les livres, c'est très sous-entendu, on n'arrive pas à savoir vraiment qui a fait quoi, et en fait, comme il y a trois points de vue qui s'affrontent, eh bien, on n'arrive pas à déceler totalement de quoi l'avenir est fait dans le livre. Et d'ailleurs, eh bien, dans le livre, il y a le point de vue de Champignon, et il faudrait que je le relise, mais il me semble que c'est Champignon, le bouffon du roi qui est un nain, qui a avancé dans sa version que Rhaenyra a couché avec Criston Cole et Daemon. Et pour l'instant, Champignon, eh bien, peut-être que sa version est en train de l'emporter sur les autres, à voir si le bouffon fait une petite apparition furtive dans un ou plusieurs épisodes dans le futur. Et au sein de cet épisode, là où on voit tout le jeu politique qui se met en place et le jeu des espions, si je puis dire, c'est que en fait, c'est Mysaria qui va donner l'information de la coucherie entre Daemon et Rhaenyra directement à Otto Hightower, et que en fait, eh bien, Daemon, je pense qu'il fait ça dans un seul et même but, c'est pour semer le trouble au sein de la famille royale, et en donnant cette information à Otto Hightower, Daemon n'attend qu'une chose, c'est que le roi perde totalement confiance en sa main du roi, et que Otto Hightower soit mené petit à petit à avancer l'idée que Rhaenyra étant déflorée et qu'elle n'est plus vierge, elle a perdu entre guillemets sa pureté et sa position d'héritière du trône de fer en ressort fragilisé, et que en fait il va avancer l'idée qu'il faudrait plutôt nommer Aegon II comme héritier, et Viserys il va plonger dans le piège que lui a tendu son frère, c'est-à-dire qu'il va plus tard congédier sa main du roi en lui disant que les intérêts de la couronne sont mélangés avec ses propres intérêts, et que Otto Hightower finalement n'a plus cette place légitime au conseil restreint et qu'il ne peut plus assumer cette position et cette fonction de main du roi. Je pense qu'il s'est fait complètement avoir par Daemon, et Daemon a réussi son jeu en dégageant Otto Hightower de sa fonction de main du roi et en laissant en fait Viserys agir comme si c'était lui qui était à l'origine de cela, alors qu'en fait, eh bien Daemon, il a réussi son pari. Et Rhaenyra va elle aussi se prêter au jeu politique en mentant ouvertement à son amie Alicent, et c'est là où je vois cette fracture qui est encore plus marquée
remarqué, c'est que Rhaenyra, elle était dans une démarche assez honnête à la base, et là, eh bien, il y a tout ce mensonge qui est mis en place, et elle va un peu petit à petit montrer toutes ces capacités-là, en mentant un petit peu aussi à son père, et en lui disant que, eh bien non, avec Daemon, c'est complètement faux, et Daemon, de son côté, ne va surtout pas nier les accusations, et c'est là toute la subtilité du jeu, et c'est Alicent qui découvre cela en disant au roi, mais est-ce que vous pensez pas que Daemon a fait ça justement pour troubler votre esprit? Et le roi est complètement paumé, et c'est ça qui amènera à congédier Otto Hightower. Donc en fait, Rhaenyra, malgré elle, même si elle a commencé à s'émanciper, à prendre place au sein du jeu des trônes, eh bien elle a fait malgré elle le bonheur de son oncle Daemon Targaryen qui s'est servi d'elle pour parvenir à ses fins. Et Daemon qui va demander la main de sa nièce, c'est la deuxième fracture entre les deux frères, et c'est très bien amené là aussi parce que Daemon, il est au pied du trône, il se couche à terre, et il est dans une position assez soumise par rapport à son frère qui est au-dessus de lui. En plus, là où c'est très subtilement amené, c'est que les deux protagonistes ont des codes couleurs différents. Daemon est plutôt habillé en blanc alors que l'autre est habillé en noir, donc ça montre vraiment toute l'opposition qu'il y a entre les deux frères, le yin et le yang, deux tempéraments qui sont opposés et qui ne peuvent décidément pas s'entendre. Et un peu plus tard, c'est Viserys lui-même qui va confronter sa fille à ses choix en lui disant que coucher avec son oncle, ça fragilise sa position et indirectement celle du roi, et qu'en fait elle n'a pas réfléchi en agissant ainsi. Et c'est là aussi toute la subtilité parce que Rhaenyra va dire qu'en fait c'est Otto Hightower qui a balancé les infos. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il souhaite que sa lignée royale perdure à travers le jeune petit prince Aegon et qu'elle soit elle-même évincée. Même si elle prend conscience de cela et qu'elle va amener d'elle-même l'information, je pense que c'est un peu les paroles de son oncle qui l'ont empoisonné entre guillemets. Donc là aussi un choix scénaristique vraiment super bien amené. Cette explication entre les deux Targaryens est aussi l'occasion d'avoir un moment où Rhaenyra va prendre la dague, et la dague en fait, qui est la même dague qu'Arya a dans Game of Thrones, et bien Viserys va nous informer que c'est la dague qui appartenait à Aegon le Conquérant et Einar juste avant. Einar, pour ceux qui l'ignorent, c'était le père de Daenys la rêveuse qui avait vu la chute de Valyria et dit à son père qu'il fallait fuir Valyria, ce qui a entraîné l'installation des Targaryens sur Père Dragon, et la lignée d'Einar a perduré jusqu'à Aegon le Conquérant qui a forgé le trône de fer dans le feu et le sang, et qui perdurera plus tard jusqu'à Viserys et son héritage. Et là, je ne sais pas si c'est un clin d'œil volontaire ou non, mais le fait de planter la lame dans le feu, ça révèle des écritures, et moi, direct, quand j'ai vu ça, ça m'a renvoyé des années en arrière quand Frodon prenait l'anneau qui était plongé dans le feu et qui révélait des inscriptions magiques. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil volontaire ou non à J.R.R. Tolkien ? Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, le fait d'avoir des inscriptions gravées qui parlent de prince qui fut promis, ça permet d'apporter des éléments de réponse complémentaires. Et là, ça vient un peu remettre en question la vision d'Aegon, qui avait vu dans son rêve prophétique que les marcheurs blancs reviendraient et qu'il faudrait forger un trône de fer et une unité royale pour contrer cette menace. Eh bien, que vient faire le prince qui fut promis là-dedans? Alors que le prince qui fut promis à la base, c'est une entité qui est propre à la religion de R'hllor, les dieux rouges. Est-ce que ça sous-entend peut-être qu'on va voir des prêtres rouges? Est-ce que Mélisandre va apparaître alors qu'elle est contemporaine à l'époque d'House of the Dragon, puisque je le rappelle, elle est âgée de plus de 400 ans à l'époque de Game of Thrones et nous sommes 172 ans avant Game of Thrones. À voir comment tout cela sera amené dans le futur, mais le fait de mélanger le rêve prophétique d'Aegon d'un côté et la vision du prince qui fut promis qui est une entité propre du dieu rouge, je trouve ça assez curieux. À voir comment cela sera développé dans le futur. Et enfin, en conclusion, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Rhaenyra, elle accepte d'épouser Laenor Velaryon sans aucune forme de résistance, puisqu'elle a pris conscience que une fois qu'elle sera mariée, toute la pression autour d'elle redescendra et elle pourra faire vraiment ce qu'elle veut. Donc là aussi, c'était très important comme choix, et de montrer qu'en fait, eh bien, ce n'est pas un choix lié à l'amour, c'est un choix lié à la politique, et elle comprend que la royauté est perçue comme étant très fragile, notamment après sa sortie nocturne, et aussi et surtout après tout ce jeu politique qui emmène à l'éviction d'Otto Hightower. Eh bien, il va falloir qu'elle se prête au jeu des trônes et qu'elle pense beaucoup plus par elle-même et non pas à travers les autres. Mais là où c'était subtil aussi, c'est qu'à la fin, il y a cette séquence du thé qui est emmenée par le grand maître, et je pense que le roi Viserys, compte tenu du fait qu'il a l'information que Daemon et Rhaenyra auraient potentiellement couché ensemble ou pas, il ne sait pas, il préfère prendre les devants en lui donnant un thé spécial pour éviter qu'elle soit dans de mauvaises dispositions. En clair, c'est un thé qui lui permettra d'avorter si d'aventure elle aurait eu peut-être éventuellement un enfant. Donc là aussi, c'était
c'est très subtil à saisir et je pense que ce choix aura des répercussions dans le futur, notamment pour la relation entre le père et sa fille. Bref, c'était un épisode ma foi très politique où il y avait plusieurs degrés de lecture, un peu comme dans les livres où il y a plusieurs points de vue qui viennent s'affronter et des jeux politiques de l'ombre qui permettent d'évincer certains personnages ou d'avancer des pions dans l'ombre. C'était un épisode dans la pure tradition de Game of Thrones, tout ce que j'aime, et j'espère que le 5e nous permettra d'avancer encore plus loin et peut-être de revoir des dragons et des combats, parce que maintenant que le jeu politique commence à petit prendre forme et que les personnages sont bien en place autour du roi, à voir comment la situation va évoluer alors que Rhaenyra doit se marier. C'est ainsi que se clôture cette vidéo analyse, en espérant qu'elle vous aura ouvert les yeux sur les degrés d'interprétation des points de vue des personnages, mais aussi et surtout de tout ce jeu politique, et on se dit à la prochaine pour d'autres explications et analyses. Salut à vous!